Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure concernant la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode mission orientation et on se concentre sur les établissements qui renseignent le numérique, plus précisément sur une école, l'école LDLC. Quel est son concept, comment elle marche? Mathilde Wessels vous dit tout dans un instant. Se former au numérique, c'est bien, voire même essentiel, mais pour faire quoi? Quels sont les profils recherchés aujourd'hui en France, en 2023? Généralistes ou plutôt spécialisés? On posera bien évidemment toutes ces questions à nos invités. Enfin, quels sont les enjeux du numérique? Quelles sont les dernières tendances? Quelle place pour le numérique à l'école? On en parle tout de suite avec Yvelis Denzer. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable pédagogique, culture et perspective, justement, dans cette école LDLC, juste à côté de Lyon, c'est ça? Oui, à Limonest. Limonest, un petit quart d'heure, effectivement, de la capitale des Gaunes. Non, des Gaunes, non. Des Gaules. Les Gaunes, c'est ceux qui jouent au foot, mais à l'Olympique Lyonnais. Et la capitale des Gaules, c'est bien Lyon. Et on est également avec Jean-Noël Lefebvre. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Qui fait également partie de cette école. Merci d'être avec nous, responsable pédagogique. Vous, c'est les usages technologiques? Exactement, usage des technologies. Usage des technologies, on en parle dans un instant. La loupe, c'est avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut, ça va? Ouais, le numérique, toi, c'était pas trop ton truc. Pourquoi? Non mais je pose la question. Alors pardon, j'en fais. Le numérique, toi Mathilde, c'était ton truc? Oui, parce que j'ai pas entendu le point d'interrogation à la fin. Je voulais en faire un et ça a ripé, c'était pas un point d'exclamation non, mais non plus. après, je te charrie, c'est vrai que c'était pas forcément mon truc. Tu voulais me faire passer pour un menteur, je le sentais pas. Il y a plein de trucs où Non, mais c'est génial. Bah, d'ailleurs, justement, c'est vrai que c'est important de le dire, le numérique, aujourd'hui, c'est au cœur de la transformation de l'action publique. On parle vraiment des métiers de demain. Il faut savoir que selon une étude publiée par Dell et l'Institut pour le futur, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore et beaucoup concernent évidemment le numérique. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est de former au plus grand nombre. Alors la transformation numérique est prise en compte dans les formations qui abordent les concepts et enjeux du digital, les technologies web et multimédia dans les services de l'État. Qu'est-ce que l'IGP Qu'est-ce que l'IGPDE, l'Institut de la gestion publique du développement économique? Oui, l'IGPDE intègre les pratiques numériques dans sa pédagogie en offrant des formations dédiées, en favorisant l'évolution donc des métiers déjà existants, comme le numérique transforme en profondeur le monde des sphères publiques et privées. L'Institut a conçu un cycle spécifique à destination des cadres supérieurs de la fonction publique. Ça s'appelle le cycle supérieur du numérique. Alors il y a plusieurs rendez-vous à ne pas manquer dans l'année, surtout pour se former au numérique. Oui, il y a eu les journées du numérique 2023 qui est une semaine de formation et de conférences consacrées au numérique. C'était en janvier, mais à venir. Il y a aussi le Salon européen du retail, innovation technologique et éco-responsable qui se tiendra les 28 et 29 novembre prochains. Ce sera à Paris, porte de Versailles, sans oublier le Salon Studirama des formations du numérique de Paris. Ce sera le 25 novembre au Paris Ever Center. On en vient à l'école LDLC. Explique-nous un petit peu comment marche le concept dans cette école lyonnaise. Alors, oui, l'école LDLC basée à Lyon ou à côté de Lyon forme à plusieurs métiers tels qu'entrepreneur, chef de projet, traffic manager, rédacteur web, responsable marketing digital. Il y a énormément de métiers qui sont proposés dans cette formation et ça se passe en 3 ans. Comment se passe le cursus? Alors la première année est celle des fondamentaux, fournir un socle de connaissances de base de l'entreprise et construire un état d'esprit plutôt ouvert. La deuxième année est celle du savoir et donc approfondir ses connaissances, ses méthodes et son agilité. Et puis enfin, la troisième année est celle de la valorisation pour construire son avenir et ses projets en capitalisant sur l'ensemble du cursus et en mettant à profit sa culture de l'innovation. Ces 3 années de formation sont orientées vers l'insertion professionnelle ou l'entrepreneuriat et sont structurées sur le rythme de l'entreprise. C'est mieux après de trouver du travail. Tu peux encore aller dans cette école ou pas? Il y a des critères de sélection? Évidemment, comme dans toute école, il y a des critères. Bon, il faut avoir le baccalauréat minimum, présenter une véritable appétence pour le numérique, faire preuve d'une réelle motivation, évidemment. Et des portes ouvertes sont organisées? Oui, tous les jeudis de 17h à 18h30. Il suffit de venir se présenter à l'école et vous serez accueillis donc, par un membre de l'équipe. Une journée porte ouverte est aussi organisée le 17 juin de 10h à 15h. Au programme, visite de l'école, présentation de la formation par l'équipe pédagogique et rencontre avec les étudiants et puis un temps d'échange, évidemment. Rencontre avec, en attendant, avec Yvelis et Jean-Noël. C'est parti pour la question orale. Yvelis Denzer, qui est responsable pédagogique dans cette école LDLC, et Jean-Noël Lefebvre, qui est également responsable pédagogique. Encore merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette école qui, j'ai l'impression, est singulière parce que j'ai quand même le sentiment, à écouter effectivement Mathilde, que l'enseignement est assez global concernant le numérique.
Oui, une des grandes spécificités de l'école, c'est d'aborder tous les éléments qui vont permettre à l'étudiant de créer son propre parcours en ayant une ouverture à 360. Dans nos piliers fondamentaux, on travaille bien sûr l'entrepreneuriat, le marketing, la communication, les usages et technologies pour être au fait de tout ce qui est important sur la connaissance du numérique, de son utilisation ou du travail en dur avec le numérique, et puis tout un élément aussi qui concerne les humanités, au sens noble du terme, et aussi les humanités numériques, ce qui permet à l'étudiant de progresser vraiment avec une vision globale de ce qui sera important et ce qui pourra lui permettre de s'adapter justement aux métiers qui n'existent pas encore. Une grande spécificité aussi, c'est que les étudiants apprennent à apprendre, parce que justement, si on veut qu'ils soient performants dans 5 ans, dans 10 ans, sur des éléments qui n'existent pas encore, ils doivent pouvoir se former eux-mêmes, choisir la direction et les méthodes qui seront utiles pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne se forment pas seulement dans votre école, mais qu'ils apprennent à se former au final pour se former tout au long de leur carrière, tout au long, j'imagine, de leur carrière professionnelle. Jean-Noël, elle est née comment cette école ? Alors elle est née de la volonté du fondateur du groupe LILC, qui s'appelle Laurent de la Clergerie, qui a décidé en 2014 de démarrer ce projet. Donc l'école a ouvert ses portes en 2015. Et c'est donc la volonté du fondateur du groupe LILC. Et je dirais la motivation, elle est... tout d'abord, une volonté, je pense, un peu philanthropique. Elle est revendiquée par... Oui, parce qu'il n'y a pas de fonds publics. Hein. Alors, c'est une école privée. Peut-être on pourra revenir sur les détails de ce point de vue-là. Mais donc, c'est une motivation d'ordre philanthropique et aussi le volet RSE du groupe LILC. Et Laurent s'est aperçu qu'il y avait un manque, en fait, de profils de ce type. C'est-à-dire qu'ils vont être capables d'accompagner les grandes transitions, comme celles qu'on connaît aujourd'hui, dont on parle beaucoup, pour ne pas le citer, ChatGPT, intelligence artificielle. Il avait anticipé ça et s'était dit il faut former des gens qui soient généralistes et capables de s'adapter et de proposer des innovations et d'amener l'énergie nécessaire pour porter des projets d'adaptation. Parce que la tendance, ces derniers temps, notamment en France, c'était à la généralisation, si je puis dire, d'être généraliste et pas forcément spécialisé. C'était quoi ? Alors, c'est l'éternel débat. Est-ce qu'il faut renforcer, se spécialiser, renforcer ses points forts ou travailler ses points faibles ? Je ne sais pas. Alors ça dépend. Si on veut être formé pour un métier très précis qui existe à un instant T, une grande spécialisation est intéressante. D'accord. Mais on va manquer d'agilité et on risque, c'est certain, même on aura plus de difficultés pour créer son propre projet, notamment dans l'entrepreneuriat. Donc nous, on a choisi volontairement cet aspect généraliste qui permet aux étudiants une plus forte capacité de progresser par la suite, de choisir sa voie et surtout de s'insérer dans l'entreprise, un travail entrepreneuriat. Justement, Jean-Noël, un bon cadre demain, dans l'univers du numérique, c'est un cadre qui sait faire quoi ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Un peu large, la question. Alors, nous, on prépare effectivement nos jeunes à devenir des très bons cadres et pourquoi pas même des créateurs d'entreprises, des dirigeants. L'idée, c'est, au cœur de ça, il y a une forme de polyvalence. Donc, nous, dans nos enseignements, finalement, comme c'est quand même sur 3 ans seulement, on a un programme qui correspond presque à un bac plus 5. On essaie de tout faire rentrer. Donc, évidemment, si je prends le cas de mon pilier pédagogique, usage des technologies, ils vont faire du code, ils vont voir un certain nombre de langages, ils vont voir des aspects techno comme la blockchain, métavers, intelligence artificielle. Mais en aucun cas, ils ont assez de temps pour qu'ils puissent devenir des experts ni des ingénieurs. D'accord. Mais l'idée, c'est de leur montrer ce que c'est, qu'ils comprennent les enjeux. Qu'ils comprennent les différents enjeux, les différents langages, quoi. Ensuite, ils vont pouvoir dialoguer avec des experts, qui ont leur place aussi. Donc, vous formez des facilitateurs ? Facilitateur ou plutôt chef d'orchestre ou chef de projet. D'accord. Ce qui n'exclut pas que par appétence personnelle ou par approfondissement par eux-mêmes, ils peuvent développer un profil hanté, donc généraliste, et une branche verticale d'expertise, et faire une partie des choses par eux-mêmes. Ça, c'est pas exclu, ça se produit. Quelle est la philosophie, quel est le maître mot, si je puis dire, de votre école ? Adaptabilité, agilité ? Oui, l'agilité, la progression et le développement avec le même niveau d'exigence sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. D'accord. Que cherchent les recruteurs aujourd'hui ? J'imagine que vous êtes au cœur du système. Est-ce que vous êtes d'ailleurs en lien avec les recruteurs ou vous êtes un petit peu coupé ou
au contraire, vous êtes effectivement en lien avec ce tissu, notamment à Lyon, tissu économique? C'est intéressant parce qu'au-delà de effectivement, cette question du recruteur, c'est surtout la question de l'entreprise et de l'écosystème entrepreneurial qui est un élément clé qui est au cœur de notre dispositif pédagogique. Par plusieurs aspects. L'école est au sein du siège du groupe LILC, donc nos étudiants côtoient des professionnels tous les jours. D'accord. Et ensuite, on a effectivement une forte présence en stage, 10 mois au total, dont 6 mois de stage en fin de cursus. D'accord. Qui vise effectivement à trouver sa place dans une entreprise. Souvent, ça débouche sur une embauche. Et puis, on a régulièrement des opérations pour nos étudiants de type séminaire, où des entreprises amènent des problématiques réelles, sur lesquelles il y a un vrai enjeu. Et nos étudiants se placent en mode agence et vont, on les accompagne pour ça, répondre à la problématique de l'entreprise. Donc vous voyez qu'ils baignent en permanence dans l'écosystème entrepreneurial. Et votre question sur les attentes des recruteurs, ça nous permet d'avoir un fit comme ça, d'être toujours... Parce que j'ai l'impression que ça va vite, ça évolue vite. Hein. Ça évolue vite, ouais. Et souvent, ce qui est apprécié dans les qualités de nos étudiants, par les employeurs, c'est notamment leur force de proposition et leur faculté d'être immédiatement opérationnels. Ils n'ont pas une année d'adaptation pour trouver leur place dans la boîte, ça va très vite. Et très vite, ils vont avoir think out of the box, des propositions fortes et innovantes à faire. D'accord. On l'a rappelé, vous l'avez rappelé en début d'émission, il y a 4 axes d'enseignement dans l'école LDLC, les technologies et leurs usages. Je vous regarde. Oui, c'est bien ça. Les acteurs, les vecteurs de communication, la vie d'entreprise, un volet effectivement culturel intitulé Perspective et réalité. Il y en a un qui prend le pas sur un autre ou effectivement tout est mis sur un pied d'égalité? Non, c'est très important. Vous pouvez prêcher pour votre paroisse, allez-y, la culture. Non. Ces 4 axes principaux sont tous les 4 de la même force et travaillent la plupart du temps et le plus possible conjointement. Nous avons notre scolarité, les 3 années sont rythmées par des projets, des séminaires qui réunissent 2, 3, 4 de ces axes principaux. Donc on a vraiment un travail... Ça a l'air un peu intense chez vous quand même, non? Oui, c'est intense. Ah, c'est ça. Non mais c'est bien, hein, mais j'ai le sentiment qu'effectivement il y a tous ces volets, il y a les stages et tout ça, que on compte pas 16 heures. En fait, ils sont passionnés, nous aussi. Donc, les étudiants travaillent énormément, donnent beaucoup, mais comme notre format d'enseignement leur accorde la liberté d'oser, d'essayer, de tester par eux-mêmes, ils passent beaucoup de temps de travail, de temps à communiquer ensemble aussi avec les professionnels qui les accompagnent, avec l'ensemble des enseignants. Le temps déborde vite, il est intense. Et pourtant, ça se passe avec aisance pour eux. Qui dit formation complète dit rythme soutenu? Alors, le rythme est soutenu, mais c'est vrai qu'on s'efforce aussi de respecter un rythme le plus respectueux de l'être en lui-même, de la personne. Et normalement, s'ils sont présents, assidus au moment de l'enseignement, il n'y a pas nécessité de fournir un travail supplémentaire excessif à la maison ou le week-end. D'accord. Ils sont encouragés à le faire. D'accord. Ça peut être nécessaire dans des phases de temps fort, par exemple durant les séminaires ou sur leurs projets perso. Mais tel qu'on a calculé nos modalités d'enseignement, ça n'est normalement pas nécessaire. Vous parliez des stages, 1 mois de stage en première année, 3 mois en deuxième année, 4 mois en troisième, c'est ça? Oui. 6 mois en troisième. 6 mois en troisième, oui. Donc du coup... Fin de cursus, c'est 6 mois de stage, et c'est 10 mois au total. D'accord. Ce sont des stages obligatoires? Oui. D'accord. Et une pression pour les trouver, ces stages, où vous aidez On accompagne. Vous accompagnez. On aime bien que la démarche soit proactive, mais on a aussi un vivier d'entreprises qui nous connaissent maintenant et qui apprécient les profils. Donc... Oui, vous travaillez peut-être avec des entreprises, j'imagine, qui vont directement chez vous trouver un vivier d'étudiants pour travailler plus tard. Parce qu'en général, les entreprises qui travaillent avec des étudiants et puis des stagiaires, ensuite, ils les embauchent assez facilement. Oui, ça fonctionne bien, ça. Est-ce que le diplôme est reconnu? Alors, j'imagine peut-être pas en 2015 quand ça a commencé, mais est-ce qu'il est en passe de l'être? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce qu'il l'est? J'ai pas regardé, je pose la question, c'est pas un piège. C'est en cours. C'est en cours. Donc il y a une volonté. Oui. D'accord. Oui. Qui sont reconnus. C'est un process, peut-être vous le savez, qui est assez long. Et dans 20 ans, vous aurez la réponse. Je rigole. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on est une école professionnalisante et la reconnaissance la plus importante qui est acquise, c'est celle des employeurs. Ça, bien sûr. C'est un fait. Mais effectivement, on travaille à avoir les titres officiels RNCP et Calliope également. Oui, Calliope. Et ça change vraiment la donne, justement, pour attirer de nouveaux élèves ou pas forcément? C'est surtout pour le rayonnement de l'école. Bon, effectivement, en termes d'image et de rayonnement, c'est quand même indispensable. D'accord.
Il y a une rassurance pour les parents aussi, qui parfois sont financeurs des études. Bien sûr. Ouais. Mais c'est les raisons principales pour lesquelles on y travaille. Est-ce que le bassin d'emploi est dynamique dans le Rhône concernant l'industrie du numérique? Oui. 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 C'est une région très dynamique? Oui, je pourrais presque dire extrêmement. Mais enfin, non, mais extrêmement, oui, bien sûr. Non, mais... Ouais. Alors après, j'avais reçu aussi quelqu'un de Grenoble qui me disait qu'effectivement là-bas aussi il faisait beaucoup de choses autour du numérique, il se passe quand même quelque chose effectivement. Tout à fait, mais c'est vrai que les débouchés pour nos étudiants, c'est pas forcément de travailler dans des boîtes de numérique, puisque on est sur la notion de transition numérique. Oui. Et le numérique, on le voit bien, devient au cœur partout de pratiquement tous les métiers. On a vu des gens qui s'occupent de gérer les plantations d'arbres dans les villes ou dans des parcs. D'accord. Et finalement, la solution qui est en train de se développer, elle est purement numérique et high-tech. Or, on pourrait se dire que ce n'est pas du tout une boîte de numérique. Alors qu'en fait... il y a un dynamisme de numérique qui infuse en fait l'ensemble des métiers. Ou dans les institutions publiques aussi énormément. La transition numérique est extrêmement importante dans le public. Ouais. Est-ce que vos élèves gardent un lien avec l'école LDLC? Est-ce que vous appelez des alumni? Je ne sais pas si vous appelez aussi comme ça là-bas. Est-ce qu'ils reviennent témoigner, transmettre effectivement leur passion, ce qu'ils ont appris? Il y a un esprit famille dans votre école? Oui, alors à ce jour, il me semble qu'on a une centaine de diplômés. D'accord. Et effectivement, il y a une communauté alumni qui fonctionne assez bien, disons, sur un plan convivial, mais qui a aussi un business, enfin, une relation active à l'école. D'accord. Et dans mon pilier, mais c'est vrai aussi potentiellement dans d'autres piliers, nous avons des intervenants qui viennent donner des cours, qui sont d'anciens étudiants. Et ça, c'est super, vraiment, parce que là, le feeling, l'ADN match complètement avec l'école. Ouais. C'est l'idéal. Et effectivement, ça se produit de plus en plus fréquemment. Yvelise, l'apport des anciens, c'est important? Oui, c'est très important. On a aussi des anciens qui viennent rencontrer les étudiants les mardis soirs, puisque nous avons un soir par semaine, une fin de journée, qui est dédiée à des rencontres avec des professionnels, donc soit des professionnels qui ont des réussites très solides, qui vont témoigner d'un parcours extrêmement inspirant, ou des professionnels qui sont encore jeunes dans leur aventure et qui vont pouvoir donner des conseils, donner des contacts aussi à nos étudiants. Et quand ça vient d'un diplômé, d'un alumni, c'est extrêmement porteur parce que oui, le lien se fait très vite et très bien entre eux. Comment vous faites effectivement, on a parlé de ces 4 piliers concernant l'apprentissage, on a dit que l'industrie du numérique, ça bouge à 10 000 à l'heure, ça change tout le temps. Justement, vous devez adapter année après année, mois après mois, ces apprentissages pour être au plus près, au final, de l'actualité numérique? C'est juste. Alors, on dit que nos étudiants doivent apprendre à apprendre et qu'ils ne cesseront jamais, vu les métiers envisagés. Mais en fait, ça s'applique complètement à nous, effectivement. Et on revoit notre copie chaque année, en fonction à la fois des attentes du marché, ce que vous évoquiez tout à l'heure, des attentes des employeurs, des opportunités de business pour ceux qui veulent créer leur entreprise. Et puis, de l'évolution des technologies. Il y a quelques mois ou années, on parlait beaucoup blockchain, métavers. Maintenant, le sujet s'est un peu effacé. Et puis maintenant, c'est l'IA, clairement. Et ainsi de suite. Demain, quand on reviendra, peut-être, on parlera d'autres sujets encore. Ouais. Peut-être on parlera plus de ChatGPT, mais encore d'autres choses. Vous évoquez justement l'éthique autour de l'intelligence artificielle. Complètement. C'est quelque chose que vous abordez avec les élèves. Ça, c'est à la fois la force et l'originalité de notre école, avec des piliers comme celui qui est porté par Yvelise. Et l'idée, c'est en fait d'amener naturellement nos étudiants à une forme de pensée complexe, au sens d'Edgar Morin, c'est-à-dire de considérer que les disciplines ne sont pas cloisonnées, qu'il faut de la transdisciplinarité et qu'il s'agit de regarder pas juste l'objet technique, mais de le regarder au regard de sa relation au sujet, donc à l'être humain, et de son environnement global. Donc on est nous complètement dedans. Donc on revisite ça en permanence. Yvelise, vous abordez quel thème justement dans culture et perspective? Alors on a philosophie et éthique, on a de l'histoire de l'écriture, de l'histoire du calcul, histoire de l'art, connaissance des arts contemporains, la connaissance politique et historique des grandes civilisations et du monde contemporain. Donc on a un champ extrêmement large pour donner aux étudiants les bases. Tout l'aspect culture G, au final, c'est vous qui le distillez un petit peu, non? Oui, culture générale et aussi culture professionnelle. D'accord. Ce qui leur permet d'avoir les bases nécessaires pour s'insérer dans un univers professionnel et social exigeant, et puis ce qui leur donne la curiosité et l'envie d'en apprendre plus par eux-mêmes. Est-ce qu'il y a... Oui, pardon, Mathilde. Non, c'était juste par rapport aux étudiants. Est-ce qu'ils ont une envie particulière par rapport aux entreprises avec lesquelles ils veulent travailler? On dit qu'aujourd'hui, ce sont les
les employés, les futurs employés ou les étudiants qui choisissent ces entreprises et non plus l'inverse, avec beaucoup de valeurs morales, etc., éthiques. Est-ce que vous le constatez, vous, dans votre école? Oui, on le constate d'autant plus qu'étant dans le siège du groupe LDLC, ils ont la possibilité d'observer ce qu'est une entreprise dans laquelle il y a un vrai respect des collaborateurs, une bienveillance des équipes entre elles, au sens noble du terme, évidemment. Et ils baignent dans cet environnement, ils rencontrent les collaborateurs du groupe LDLC et ils se rendent compte que c'est ce qu'ils veulent pour eux plus tard, soit le créer, soit le vivre comme salarié. L'info en plus avec Mathilde Bessets. Mathilde, mardi 23 mai dernier, l'Institut Montaigne a publié une note dans laquelle il pointe le manque de personnes formées au métier du numérique. Un article très intéressant que je vous invite à lire en entier, parce que comme je vous le disais, on ne connaît pas 85% des métiers de 2030 et l'emploi dans les métiers du numérique a bondi de 6% entre 2018 et 2021. C'est 3 fois plus que la moyenne observée dans les autres secteurs. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment incroyable. Et pourtant, on peine à recruter dans le numérique. En France, 10% des emplois seraient vacants. Parmi les secteurs du numérique qui ont du mal à attirer aujourd'hui, il y a beaucoup la cybersécurité, figurez-vous, qui a du mal à être attractif pour ces jeunes. Pour remédier à ça, l'Institut Montaigne propose de s'intéresser aux personnes qui sont en reconversion professionnelle et de se tourner vers des personnes qui n'ont pas forcément un profil, vous voyez, tourné vers le numérique ou qui ont fait des études supérieures scientifiques, mais des mères de famille, par exemple, ou des personnes ayant des compétences dites douces. Mais surtout, l'Institut Montaigne préconise une formation au numérique dans les écoles bien plus importante. Il recommande aussi, après le bac, de dédier au moins 50 ou 60 heures pendant le premier cycle des études supérieures consacrées à cette fameuse formation au numérique. Jean-Noël, dans quel état d'esprit vous les trouvez les étudiants aujourd'hui? On entend souvent dire qu'on a fait beaucoup d'émissions, ça va pas. Bon, là, vous, c'est un domaine particulier, c'est le numérique. Effectivement, le champ des possibles est clairement ouvert. Oui. C'est notre mentalité. Vous voulez dire par rapport à l'insertion professionnelle ou d'une manière générale? Est-ce qu'ils sont inquiets quand ils viennent vous voir, à se dire bon, qu'est-ce que je vais faire, où je vais atterrir? Alors c'est vrai que je vais devoir changer de pays. Oui, on adresse des profils où on va rechercher, et souvent on attire ceux qui ont quand même une fibre souvent un peu entrepreneuriale, donc ils ont parfois une idée de là où ils veulent aller. C'est pas forcément là où ils iront parce qu'ils vont progresser dans le cursus dans cette vision-là. Vous avez des fonceurs. Mais pas que. On a aussi des étudiants qui ont une appétence de nature curieuse, une appétence pour le digital ou pour en tout cas le business, pourquoi pas, et qui n'ont pas forcément d'idées précises, mais on les sent pas forcément, nous, en tout cas ceux qu'on a, angoissés par rapport à cet avenir possible. D'accord. Mais ceci dit, on ne va pas simplifier tant que ça. Yves-Lise, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous les sentez? C'est très intéressant parce qu'on les voit évoluer entre la première et la troisième année. D'accord. Et effectivement, quand ils arrivent, il peut y avoir encore des inquiétudes. C'est aussi le moment où on quitte un système qui peut être contraignant, le secondaire, mais qui les enferme. Et d'une certaine manière, c'est déplaisant et confortable. En arrivant à l'école, ils comprennent très rapidement, aussi avec nos méthodes pédagogiques extrêmement actives, qu'ils vont pouvoir créer des opportunités, qu'ils font l'acquisition très très vite de connaissances qui sont très utiles. Dès le deuxième stage de tutorat, ils se rendent compte que dans l'entreprise, ils sont très bien accueillis, on leur confie des responsabilités rapidement. Donc ça les rassure et on les voit grandir, prendre en confiance. Ils ont tendance à se comparer aussi avec certains de leurs camarades qui choisissent d'autres écoles, d'autres univers. Et se rendre compte que là, à la fois dans notre univers et dans notre écosystème, ils sont plutôt bien partis. Donc ils vont bien, en fin de première année, deuxième, troisième année, ils sont épanouis. Jean-Noël, tu as le sentiment qu'on est toujours à la traîne concernant le numérique en France? Ou c'est en train de changer? C'est une question difficile, ça. Tu as le droit de pas y répondre. Je peux te poser une autre question. Mon feeling personnel, je pense qu'on n'est pas à la traîne sur le potentiel, et notamment le potentiel de cerveau. Quand je dis cerveau, c'est de créativité aussi au service de ça. Ça, moi, je le vois tous les jours, aussi bien dans notre école qu'ailleurs, avec des écoles partenaires.
également, mais après, je pense au fondateur de l'école. S'il a créé l'école, c'est qu'il a dû sentir qu'il y avait un besoin et qu'il manquait quelque chose. Et puis je pense qu'effectivement, sur le plan réindustrialisation, mais sous une forme peut-être renouvelée à l'aune du numérique, il y a sans doute des choses à faire, parce que malheureusement, on voit bien qu'on a des gens qui réussissent très bien, qu'on a formé nous, et puis qui vont aller trouver un meilleur business ou un meilleur salaire à l'étranger. Donc il faut rééquilibrer tout ça, c'est clair. En même temps, il y a aussi un écosystème start-up, et puis des volontés des pouvoirs publics d'impulser des choses fortes. On en entend parler ces temps-ci. Il y a des élèves je garde espoir. Des élèves de l'école LDLC qui partent à l'étranger. Alors ça arrive, oui, mais c'est quand même pas la majorité. On est quand même sur un développement d'écosystème non seulement local, mais à l'échelle nationale, qui lui fonctionne bien. Yvelise ? Oui, on a envie de les ouvrir petit à petit. Ils commencent à faire ils ont des cours de langue, évidemment. Ils travaillent la communication interculturelle. Mais pour l'instant, ils sont bien ici. Peut-être qu'ils partiront un peu plus tard, quand ils auront grandi dans leurs expériences. D'accord. Prendre effectivement de l'expérience et pourquoi pas après aller... En tout cas, on encourage ça. Ouais. Au moins pour se faire une expérience et développer aussi la fluidité, l'aisance en anglais, par exemple. Ouais, mais après, il faut qu'ils reviennent en France, quand même. C'est le but. Ça peut être pas mal. S'ils partent ailleurs avec ce que vous leur avez appris, c'est dommage, quand même. Ou qu'il y ait des partenariats qui se créent entre eux. Oui, mais en tout cas, qu'ils ramènent leur savoir en France et que la France se développe dans le numérique plutôt que les États-Unis, qui sont déjà... Non, c'est sous l'angle pédagogique qu'on les encourage à aller faire peut-être... D'accord, oui, après des stages, c'est bien, mais il faut qu'ils reviennent. J'ai 2 enfants, ils sont encore un petit peu jeunes, 2 et 4, mais d'ici dans quelques années, ils souhaitent venir dans votre école. Comment ça se passe? Comment se passe le processus de sélection, d'intégration et surtout, est-ce qu'il y a des aides pour venir dans vos écoles, dans votre école? Est-ce qu'il y a des aides dans votre école? Est-ce qu'on peut avoir un système de bourse ou quoi? Parce que c'est privé, c'est ça? Non. Oui, c'est privé, il n'y a pas d'aide particulière. Peut-être qu'il y a des conditions, alors je vais être pas assez à l'aise pour répondre. Dans certains cas précis, il y a peut-être des possibilités, mais... D'accord. Alors, sur les conditions d'entrée, peut-être Yvelise. Alors, on a un process de sélection qu'il faut commencer avant l'obtention du bac. D'accord. Une fois que le processus est réussi, il faut évidemment obtenir son bac. Et le process de sélection nous permet dans un premier temps de vérifier la bonne adéquation entre le projet du candidat, son potentiel et l'objectif de l'école, pour être sûr que les étudiants se sentiront bien. On a des tests de culture générale, de logicomath, pour être certain que les bases sont là. On a un travail d'analyse et de compréhension de texte qui permet de valider la capacité de l'étudiant à réfléchir, mettre en perspective, et puis des ateliers collectifs pour voir comment l'étudiant fonctionne avec d'autres jeunes. Avec un groupe, d'accord. Voilà. D'accord. Faut pas faire de prépa, non? Non. je rigole, bien évidemment. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous présenter cette très belle école, l'école LDLC. Il y en a d'autres qui vont ouvrir, vous savez? On peut le dire ou... C'est pas prévu. C'est pas prévu? Non, mais je sais pas. Des fois, je pose des questions comme ça. Non, et on me dit oui, il y a 4 écoles qui vont ouvrir. Une à Strasbourg, une à Paris, une à... C'est une école donc, qui a taille très humaine, vous l'avez compris, et qui n'a pas vocation à croître, ni en capacité d'accueil, ni en ouverture d'autres sites. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Noël. Jean-Noël Lefebvre et Yvelise Denzer. Vous êtes tous les deux responsables pédagogiques de cette très belle école LDLC, école qui se trouve juste à côté de Lyon, un petit quart d'heure de Lyon. Merci Mathilde. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, un nouveau mag. Ciao.